Détroit, USA. Ville reconnue pour ses grandes industries florissantes, voit la naissance de Stanley Ray Day Jr. en 1958. Son père est président de l'entreprise de fabrication de pièces d'aluminium Alloys Aluminium, fondée au début du siècle par son grand-père Ray. Il est d'abord propriétaire d'un magasin de cycles et motocycles, mais se concentre sur l'innovation et la technologie destinée à la défense et au secteur automobile. Son fils, lui, se concentre sur l'aspect commercial et les ventes. Au milieu des années 60, tout va bien, mais la difficulté de vie des petites entreprises force son père et son grand-père à revendre leur société. Stan Senior passe alors plus de temps avec sa famille en devenant investisseur dans plusieurs entreprises, dont Champion Home Builder, un fabricant de mobil-homes et autres véhicules récréatifs. Il devient même directeur général, puis président. À table en famille, exit la chasse ou le baseball, les discussions tournent pour la plupart autour du travail. Il insuffle sa passion du business à ses enfants, son credo, le client est roi. Stan Jr. intègre en 1972 la Hotchkiss School, un internat préparatoire de Lakeville dans le Connecticut, puis en 1976 l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans. Quelques semaines avant la rentrée des classes sur le campus et lors d'une soirée dans la fraternité de Sigma Nu, il rencontre un jeune étudiant avec une bourse sportive en natation, Scott King. Stan décroche son diplôme en 80, travaille 2 ans pour une entreprise de plafond acoustique, mais reprend ses études en 82 à la Kellogg School of Management de l'université de Northwestern dans la banlieue de Chicago. Rapidement diplômé, un de ses professeurs le présente au PDG de Molex, grand fabricant de composants électroniques, qui lui offre un poste de responsable marketing. À cette époque, vers 86, afin de décompresser de son travail plus ou moins oppressant chez Molex, il s'entraîne au triathlon avec son ami Scott. Pendant ses entraînements de natation, de course à pied et de vélo, il trouve assez difficile de piloter et de changer de vitesse rapidement sur son cadre. Afin de maintenir une cadence de pédalage constante pour son entraînement, et par peur de tomber lors d'un changement de vitesse, il imagine plus sécurisant une poignée tournante directement sur son cintre. En février 87, il quitte Molex et se retrouve sans emploi. Il profite d'un peu de temps libre pour aller skier à Park City dans l'Utah avec un ancien camarade de classe, Art Patterson, et rencontre aussi son frère, Sam Patterson. L'alchimie est rapide, Stan et Sam se lient d'amitié très vite. Sam est ingénieur brillant, ensemble ils dévalent les pistes et entre 2 descentes parlent de création d'entreprise. Stan demande à Sam s'il pense possible de créer un système de changement de vitesse par rotation au guidon. La réponse est rapide, yes! Après leurs vacances au ski, les deux se lancent dans l'étude de cette fameuse poignée tournante. SRAM crée un proto dans son atelier de San Diego et Stan étudie l'industrie du cycle chez lui à Chicago. À l'époque, le Tour de France attise un peu les USA, et là-bas, le marché du vélo représente plus de 1,5 million de dollars d'achats de vélos et 1 million de dollars de pièces et accessoires. Shimano propose déjà un système de changement de vitesse performant, le SIS, mais pas très ergonomique selon Stan. Le prototype, c'est 3 pièces de plastique et un cylindre métallique, du pur génie selon Stan. On est en août 87 et le business plan de son Twist Shift prévoit de produire 100 000 unités à 14 $ de fabrication, revendu 20 $ aux fabricants de vélos, 50 $ au shop, sinon 85 $ directement aux consommateurs. Et c'est économiquement séduisant puisque 2 mois plus tard, Sam déménage à Chicago pour devenir l'ingénieur en chef, Scott enfile le costard de directeur des finances. Du prototype naît le Grip Shift en janvier 88. Mais pour présenter le produit, il faut aussi trouver un nom pour leur société, et après plusieurs hésitations et refus, Stan décide de prendre les initiales de chacun. S pour Scott, Ray, le deuxième prénom de Stan, pour R, et Am pour Sam. SRAM. Ils foncent à Long Beach en janvier 88 avec le camping-car familial de Scott afin de monter un stand sur le plus grand salon de cyclisme. Ils sont enthousiastes, ont des vélos tests, mais peu de gens se pressent sur leur stand, et les rares badauds ne sont pas intéressés. Pourtant, le VTT arrive à grands pas, et Gary Fisher, un des pères du VTT, passe sur le stand et demande à Stan s'il prévoit une version pour VTT. Malheureusement non. Pourtant, après 3 jours de salon, le constat est clair, les grandes marques commencent à délaisser la route pour le tout-terrain. Ils arrivent à signer quelques partenariats avec des équipes, et même quelques coureurs nationaux qui conquis iront jusqu'à vouloir rouler avec le Grip Shift au JO de Séoul en 88. En effet, la poignée tournante marche parfaitement avec tous les types de dérailleurs de chez Shimano, pourtant l'empire japonais ne le voit pas de cet œil. Ils ne veulent pas que les fabricants de vélos désolidarisent leur groupe complet et imposent d'utiliser une manette de dérailleur. Fin 88, SRAM doit voir l'évidence. Ils ne vendront jamais leurs 100 000 Grip Shift, même pas 10 000, à peine 800. Leur lueur d'espoir, la victoire du triathlète Scott Molina lors de l'Ironman d'Hawaï avec, oui, un Grip Shift au guidon. Une sacrée bonne pub et même quasiment que d'excellents retours sur les rares pièces vendues. Avec cette énergie positive, ils décident d'en créer une nouvelle mouture, mais surtout se mettent à la conception d'une version pour VTT. 89, c'est la bataille contre Shimano. En effet, la société Nippon impose l'achat de groupes complets aux fabricants de vélos et prévoit de faire payer plus cher un groupe incomplet que complet, afin de forcer et imposer ses produits sur le marché.
SRAM est contre ça et décide de porter l'affaire en justice. Après des semaines de paperasse avec les avocats, les juges, un aller-retour au Japon et des heures de discussion, Shimano offre la possibilité à SRAM de pouvoir équiper les vélos sans surcoût pour le fabricant. Mais Stan veut plus, et pour le bien de l'industrie, que Shimano ne pénalise pas les fabricants pour toutes les prochaines marques de composants apparaître sur le marché. On est au début des années 90, Scott quitte l'entreprise et l'industrie du cycle entre dans une nouvelle ère, celle où Shimano ne pourra plus imposer ses composants. Les fabricants ont alors l'opportunité et la liberté d'utiliser d'autres marques, le marché est ouvert, SRAM s'engouffre. En 91, le grip shift est adapté au VTT, les ventes décollent pour atteindre plus de 200 pièces vendues en 92 et jusqu'à 9 millions en 96. Ils doivent beaucoup à certaines marques comme Specialized ou Trek qui équipent la moitié de leurs modèles de VTT avec leur système pour presque 65 millions de chiffre d'affaires par an. SRAM va se spécialiser dans l'acquisition de savoir par le rachat d'entreprises spécialisées dans des domaines bien précis et devenir l'ogre que l'on connaît. En 95, dans l'idée de commencer à développer un système de changement de vitesse complet, ils mettent au point le dérailleur ESP fonctionnant avec leur grip shift, forcément. Sans entrer ici dans des explications trop techniques, leur technologie était intéressante en termes de performance de passage de vitesse, de précision et de fiabilité. 2 ans plus tard, SRAM acquiert la société allemande Sachs, fabricant de chaînes et de composants de transmission de vélos, pignons et moyeux à vitesse intégrée. Le but de cette manœuvre, intégrer le savoir-faire des ingénieurs et accélérer la conception de leur groupe de transmission. Au fond d'eux déjà, devenir leader de la transmission haut de gamme et sportive en créant le dérailleur XO, version améliorée de l'ESP pour le VTT engagé. 2002, année pleine de rebondissements pour SRAM avec l'acquisition de RockShox, un des fabricants de fourches suspendues les plus populaires de l'époque. Déjà plus de 10 ans qu'ils sont sur le circuit des fourches, la société compte déjà plus de 300 employés à Colorado Springs. Transmission, suspension, quoi d'autre? Des freins? Bien évidemment, en 2004, SRAM fait l'acquisition d'Avid, société californienne spécialiste des systèmes de freinage à disque mécanique et hydraulique, freinage à patins, levier, câbles et outillage liés à l'entretien du frein. Issue de passionnés d'innovation et de VTT, la marque s'est engagée à répondre aux besoins de puissance et d'exigence des terrains cassants. La même année, 2004, SRAM achète Trouvative, fabricant de pédaliers, jeux de pédaliers potence, cintes, pédales et tiges de selle. Cette nouvelle carte au jeu de SRAM complète leur idée d'une transmission complète. Alors focus sur l'univers du VTT depuis 1993 et ayant mis le développement de leur matos dédié au vélo de route de côté, SRAM se ravisse et crée 2 groupes, le Rival et le Force. La technologie de passage de vitesse double tape, la précision et le bruit SRAM font mouche. On en trouvera en 2016 sur le Tour de France. 2007, le géant grandit encore et s'offre la société Zipp. Initialement spécialiste des roues carbone en 88, elle développe en parallèle pas mal de périphériques carbone. En 2010, c'est d'ailleurs le premier fabricant à concevoir une jante accrochée entièrement en fibre de carbone. Fin des années 2000, SRAM pèse déjà plus de 356 millions de dollars. C'est d'ailleurs dans ces années-là qu'elle reçoit un investissement de 235 millions de la part de Trilantic Capital Partners, une compagnie ayant racheté LBMB, une ancienne branche de la banque d'investissement Lehman Brothers, suite à leur faillite spectaculaire de 2008. SRAM grossit encore en 2011 avec le rachat de Quarq, spécialisé dans les manivelles et pédaliers à capteur de puissance, que l'on retrouvera très vite dans le groupe haut de gamme RED. On fait un bond dans le temps, en 2021, il rachète aussi toutes les gammes de pédales auto VTT et Route de Time, fondées en France en 87, ainsi que leurs brevets liés aux cales et aux pédales. Vous le savez autant que moi, dans le vélo, on en veut toujours plus. On est passé du 7 au 8 au 9 au 10 vitesses. À un moment donné, faut arrêter. Eh ben non. En 2008, la marque Campagnolo met au point le premier groupe 11 vitesses pour vélo de route. Double plateau et cassette de 11 vitesses donc. Mais c'est en 2012, 4 ans de réflexion et de prototype plus tard, que SRAM met au point un groupe dédié au VTT en 11 vitesses et surtout en monoplateau. Terminé le double plateau, bienvenue au XX1 dédié à l'enduro et au XC. Ce groupe marquera l'avancée dans les technologies de transmission liées au VTT. Le plateau unique est spécialement travaillé pour éviter les déraillements de chaîne, malgré l'amplitude du croisement entre le petit pignon de 10 et le grand pignon de 42. Cette technologie X-Sync, communément appelée Narrow-Wide, sera quelques années plus tard très vite adoptée sur le cyclocross et les groupes de route en monoplateau. Côté cassette, en 10-42, c'est pour l'époque la plus grande denture jamais conçue. Forcément, en se passant d'un plateau, le groupe doit compenser et se rapprocher de la polyvalence du double de plateau. À l'époque, la presse suppose que le 11 vitesses restera intéressant pour l'élite et ne remplacera jamais le 2x10. L'arrivée de l'ère électrique chez SRAM se fera en 2015 avec le concept E-Tape. Le groupe haut de gamme Route RED 11 vitesses se voit garnir d'une paire de dérailleurs électriques à batterie lithium et de commandes de vitesse sans fil.
Les passages sont plus précis et rapides, il n'y a plus de contraintes de câble et moins d'entretien. Deux particularités par rapport au concept du moment, pas de batterie déportée et SMI intégrée dans le cadre et pas de câble électrique. Les batteries sont directement pluguées sur le corps du dérailleur. L'avantage est moins esthétique que fonctionnel, plus de câbles à passer en interne au montage ou à l'entretien du vélo, et la possibilité d'avoir éventuellement une batterie de secours sur soi en cas de panne. Deuxième point, qui dit fil, dit communication sans fil, pas de Bluetooth ou de plus ici chez SRAM, mais un protocole propriétaire appelé AREA, conçu pour éviter le piratage et éviter de passer les vitesses du voisin. Et puisque 11 vitesses n'est plus suffisant, pourquoi pas 12? Les groupes 12 vitesses haut de gamme X01 et XX1 en version Eagle est reconnaissable avec le petit aigle stylisé, enterre définitivement le dérailleur avant des VTT. On est en 2017 et ces groupes sont aussi polyvalents que des groupes 2x10 et 2x11. SRAM ne retournera pas en arrière et décline rapidement leur technologie dans des groupes plus abordables comme le GX, le NX, puis le SX. Jusqu'à aujourd'hui, tous les groupes vont passer petit à petit en 12 vitesses en électronique sous l'appellation E-Tape AXS, puis simplifié en AXS depuis 2024. Parce que SRAM est synonyme d'innovation, voyons les plus impactantes ces dernières années. L'UDH, c'est une patte de dérailleur universelle. Mais concrètement, à quoi ça sert? La patte de dérailleur joue un rôle de fusible, elle relie le dérailleur au cadre du vélo et protège le cadre en cas de choc. Le problème, c'est qu'il existe aujourd'hui des milliers de formes de pattes, presque autant que de modèles et de marques de vélos dans le monde. L'idée de SRAM est donc de simplifier tout cela en créant une patte universelle unique pour les gouverner toutes. Pour y arriver, SRAM propose une norme ouverte que tous les fabricants de vélos peuvent utiliser gratuitement et sans aucune restriction sur leur cadre. Cette patte UDH est conçue pour offrir une grande solidité, une rigidité optimale pour des performances et une compatibilité universelle avec tous les dérailleurs à vis M10 classiques. Avec l'arrivée du 12 vitesses et des dérailleurs électriques, le gros problème reste la patte de dérailleur qui par nature peut se déformer et provoquer un mauvais alignement du dérailleur avec la cassette. Le T-Type ou le SRAM Eagle Transmission est une solution proposée par SRAM pour se passer totalement de la patte de dérailleur et fixer un dérailleur directement sur l'axe de la roue au niveau du cadre. C'est un concept déjà imaginé par le géant japonais en 2003 en DH sur le groupe Saint, mais qui n'a jamais eu le succès escompté. C'est pas tout, le T-Type c'est un écosystème complet. La cassette et la chaîne ont des profils qui favorisent les passages de vitesse en force avec plus de précision, un dérailleur plus solide et facilement réparable. Alors si je résume, SRAM propose d'abord une solution gratuite de support de patte révolutionnaire qui permet d'installer une patte solide et y installer un dérailleur de n'importe quel type ou marque. Le temps que les constructeurs s'emparent du concept et commercialisent des cadres de VTT en patte UDH, SRAM met au point un dérailleur ultra fiable et précis qui s'emboîte parfaitement en se passant de la patte de dérailleur. On s'en doutait, SRAM se lance enfin dans la motorisation de VTT. Ça surprend personne, surtout après avoir encore une fois mis la main sur une autre entreprise, cette fois-ci en prio, spécialisée dans la motorisation. Ce qui est plus étonnant par contre, c'est qu'ils aient choisi de s'associer avec Brose pour développer leur système complet. Clairement, ils avaient besoin d'un soutien d'un constructeur reconnu avant de se jeter dans le grand bain. Pour l'instant, retenons juste que SRAM a bossé sur la partie logicielle du moteur, en lien avec leur écosystème AXS T-Type pour proposer un système automatique complet. De la simple poignée tournante à un empire diversifié de composants, en 30 ans, SRAM n'a cessé de repousser les limites pour offrir aux cyclistes toujours plus de liberté, de performance et de plaisir. Aujourd'hui, la société estime détenir environ 15% du marché des composants de vélo, évalué à 3,5 milliards de dollars. Et merci à tous d'être venus à bout de cette vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin dans les détails, je vous mets en description les sources, dont un document officiel de SRAM de plus de 100 pages sorti à l'occasion de leurs 25 ans. Merci et à bientôt!